Des orateurs, mais eux vont aussi recevoir vos retours d'expérience par les questions que vous allez poser. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. N'ayez pas de retenue à poser toutes les questions embarrassantes, gênantes, un peu acerbes, perverses, enfin tout ce qui peut mettre les orateurs en difficulté est bienvenu. Comme ça les aiguise, c'est bon pour eux, hein, ça leur fait du bien. Voilà. C'était peu de choses. Du point de vue pratique, nous allons procéder de la façon suivante. Chacun fera une présentation d'une dizaine de minutes et ensuite, sur cette présentation, une dizaine de minutes de questions pour rester dans la dynamique des thèmes abordés. Et puis, s'il reste un peu de temps après, parce qu'on dit 10 minutes, mais ça peut parfois un petit peu déborder, s'il reste du temps à la fin, donc il pourra y avoir des questions plus larges ou transversales sur les différents sujets. Voilà, donc sans plus attendre, le premier orateur, Frédéric Bonneuve, à qui je donne le micro. Merci, monsieur le professeur. Et merci de nous accueillir à nouveau pour la deuxième fois dans votre docte établissement. Donc j'ai le plaisir de démarrer notre soirée sur le thème des actualités 2015 en matière de dispositifs médicaux et également dans tous les événements qui se sont passés autour de la perfusion et de la nutrition parentale, puisque nous avions fait notre première soirée l'année dernière sur le thème Centre Expert. Et donc on continue sur cette lancée. Le temps pour moi de trouver le défilement des diapositives. Donc voilà ce que je vous propose en 10 minutes et 10 minutes de questions-réponses sur les différentes choses qui se sont passées en 2015. J'ai regroupé 2 grands thèmes, les actualités en dispositifs médicaux et tout ce qui tourne autour des nomenclatures. Alors pour la nomenclature générale des actes professionnels infirmiers, comme je sais qu'il y a beaucoup d'infirmiers dans la salle, ce sera Karine Dormoy qui viendra juste après moi vous parler de cela et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc en ce qui me concerne, je vais reparler à la fin de ma présentation de la partie nomenclature concernant la nutrition parentale, un an après, où est-ce qu'on en est, comment vous avez vécu ça m'intéressera d'avoir votre avis. Et puis, surtout, ce qui va beaucoup impacter l'ensemble des prestataires, et vous aussi en tant qu'infirmier, c'est la nouvelle nomenclature qui a été décidée par le gouvernement sur la perfusion, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nutrition parentale, mais tout ce qui est perfusion. Celle-ci va prendre effet le 1er janvier 2016, c'est-à-dire dans 2 mois maintenant. Et c'est issu d'un travail de 2 ans avec l'ensemble des syndicats représentatifs, y compris les vôtres en tant qu'infirmiers. Ils y étaient présents également, ils ont été consultés pour gérer l'ensemble des problèmes et des problématiques inhérentes à la perfusion en France. Perfusion à domicile, bien évidemment. Ça impacte aussi les centres experts, parce que dans les centres experts, il y a à la fois la nutrition parentale, mais il y a bien évidemment des perfusions concomitantes de tout un tas d'autres médicaments, et donc bien évidemment cette nomenclature a pour but de gérer ça également. Donc rapidement, pour ce qui est de l'actualité sur les dispositifs médicaux, ma liste n'est pas exhaustive bien sûr, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur côté pansement, côté connexion, côté ensemble des petits dispositifs médicaux qui ont vu le jour dans l'année 2015, donc ma liste n'est pas exhaustive. Je suis à même de pouvoir vous répondre à certaines des questions sur des thèmes que je n'aborderai pas. J'aborde 4 grands thèmes que sont les verrous. Pourquoi ? Parce que dès janvier 2015 est apparu un nouveau verrou qui n'est pas un verrou de médicaments. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez à votre disposition,
pour verrouiller les cathéters veineux centraux, notamment de l'héparine. Vous avez des antibiotiques qu'on utilise assez souvent sous le contrôle, bien évidemment, des médecins de la salle, la vancomycine, l'amiclin comme antibiotique. Et vous avez depuis 2 ans un nouveau produit qui est un dispositif médical, qui n'est pas un médicament, qui n'a pas d'AMM, qui a un statut de dispositif médical. Ça veut dire qu'il a été évalué par le ministère de la Santé, par la branche, non pas de l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais par la CNEDIMS, qui est un nom barbare, qui est la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. C'est vraiment 2 branches qui sont différentes au sein de l'HAS. Et la taurolidine, donc, c'est un dipeptide, et on l'injecte dans un cathéter pour bénéficier de son activité bactéricide. Alors en fait, le 1er janvier 2015 est apparu le Tauro-7, qui est le produit de chez Faroli, qui est un petit industriel allemand, et qui est apparu donc sous la forme d'un flacon de 5 ml, enfin de 6 ml par temps et de 10 ml, il y a deux formes. Et on peut l'injecter en 3 fois, c'est-à-dire utiliser le même flacon pour le même patient en 3 injections sur 48 heures. Première heure, 24e et 48e heure, c'est validé par le laboratoire. Encore une fois, ce n'est pas un médicament, donc il n'y a pas de dossier d'AMM là-dessus. Si ça doit passer en termes de médicaments, ça nécessite des études beaucoup plus poussées que ce qui a eu lieu en matière d'investigation sur le produit pour l'instant. La taurolidine, c'est un produit qui est très efficace a priori, qui est bactéricide, je vous le disais, qui agit sur notamment toutes les bactéries. Il a un spectre très large. Il agit en coupant les flagelles et les cils des bactéries. Ça empêche l'adhésion et ça empêche bien évidemment la présence dans le cathéter. L'efficacité a été démontrée sur plusieurs études. Il y a une belle étude qui a été faite à Lyon, et notamment donc, au niveau des enfants, donc par le gastropédiatre Gérard Boncompin, et qui a été rapportée par Cécile Chambrier, qui est une étude qui montre qu'il y a un rapport de 1 à 6 en infection secondaire, donc en émergence d'une infection, entre un patient qui est traité sous taurolidine avec un patient qui ne l'est pas. C'est une étude qui a été dite avant-après, c'est-à-dire pendant 1 an, on a fait des patients, on les a pas traités avec ce produit. On a eu un taux d'infection d'à peu près 6 pour 1000 jours cathéter utilisés. Et après, vous voyez, on tourne autour de 1 jour. Donc on a un rapport de 1 à 6, qui semble très intéressant pour diminuer les infections. Alors, ce sera certainement un débat tout à l'heure sur la partie médico-légale, parce que ce produit c'est un DM, et une fois qu'il a été injecté, on peut le retirer bien évidemment, comme tout verrou, mais si on n'arrive pas à le retirer, on est obligé de le repousser dans la circulation sanguine. À ce moment-là, c'est plus tout à fait un DM, ça peut devenir un médicament, et il n'en a pas le statut. C'est intéressant de savoir ce qu'en penseront les médecins présents dans la salle. Très rapidement, donc, pour screener un peu les 2-3 autres dispositifs médicaux qui vont arriver, celui-ci, c'est le Midline. Vous le connaissez peut-être pas encore. Il est en train d'être testé dans les hôpitaux, et notamment à l'Assistance publique à Marseille. Il y a aussi un papier qui a été fait au CH d'hier. Le Midline, c'est un cathéter un peu long, d'à peu près 20 cm, qu'on insère dans une veine profonde de l'avant-bras ou du bras, donc un peu le même type d'insertion que le PICC-Line, sauf qu'il ne monte pas aussi loin. Vous voyez, il monte que sous la clavicule. C'est Bard qui fait ça, le laboratoire Bard, qui est un laboratoire qui a pas mal de dispositifs médicaux, qui a été le premier laboratoire à mettre au point les PICC-Line, donc sortent avec les Midline. C'est quoi l'indication? Si je reprends le tableau qui a été proposé par la SF2H, la Société française d'hygiène hospitalière, qui commence à monter en puissance, c'est la société savante qui tourne autour des dispositifs médicaux. Je l'ai inséré dans le tableau qu'a proposé la SF2H en niveau des indications. Alors, ce sont que des recommandations, ce n'est pas une obligation de respecter ça, mais on va dire que ça a du sens de penser que les cathéters veineux périphériques, c'est pour une durée inférieure à 7 jours. Vous le savez, vous, à domicile. Généralement, quand vous avez un cathé périphérique et que vous passez des antibiotiques, quelques solutés, que ça soit un peu lourd, un peu hyper osmotique, vous allez tenir votre veine pendant 24-48 heures au maximum, puis après, il faut repiquer. Ce dispositif-là, il a le mérite de pouvoir tenir, selon les études, 28 jours.
Donc on est assez haut sur le tronc veineux, donc c'est intéressant. Il y a une bien meilleure tolérance, ça évite de repiquer. Par contre, on ne peut pas passer de la nutrition parentérale. Au niveau de la clavicule, c'est un tronc veineux qui est encore trop faible, un débit trop faible, et donc les gros volumes, donc les volumes supérieurs à 1 litre par jour vont avoir du mal à passer, et les produits hyperosmolaires, notamment la nutrition parentérale, ne passeront pas non plus. D'accord ? Donc ce sont vraiment des produits assez intéressants qui sont bien évidemment pour l'instant testés à l'hôpital, qui doivent être posés à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que ça se pose sous échographie. Ok ? Voilà. Donc c'est en cours d'évaluation et vous les verrez arriver, je pense, à mon avis l'année prochaine en ville, parce que vous verrez des patients sortir de l'hôpital avec ces dispositifs. Attention, bien évidemment, de ne pas les confondre avec les PICC-Line. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, ou si un médecin souhaite passer de la nutrition parentérale, encore une fois, ce ne sera pas bien toléré. Et quand c'est pas bien toléré, si vous faites une thrombose veineuse, elle risque d'être assez profonde, elle se fera en dessous de la clavicule avec un risque de thrombose assez important. Donc vous devrez être assez vigilant, je pense qu'il y aura des marquages suffisants pour bien vous avertir. Un autre dispositif qui est en train d'être évalué dans les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle le Chlorapep. Le Chlorapep, c'est en fait une nouvelle formulation de la chlorhexidine. Vous connaissez tous cet antiseptique, vous l'utilisez, je pense, assez souvent dans la gestion des voies veineuses. Il a été recommandé par les CF2H, là aussi. La chlorhexidine, cette fois-ci, elle est à 2%. C'est assez intéressant parce qu'il y a une étude française qui a été menée à Poitiers par le professeur Mimoz, qui est le pape de la chlorhexidine en France, et qui a testé ce produit. Donc c'est un produit de chez Carefusion. Et ça a montré également qu'on avait une efficacité relativement importante sur la prévention des infections, notamment au moment de la pose et au moment donc de la pose des dispositifs intraveineux, en intra-hospitalier, et au moment de la pose des aiguilles de Huber de type 2 sur les chambres à cathéter implantables. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs formulations. C'est pas remboursé en ville, donc ça va avoir du mal à percer à domicile pour l'instant. C'est un peu dommage parce que ça semble avoir là aussi une prévention des infections de l'ordre de 1 à 5. Alors c'est pour ça que je voulais citer. Pourquoi ? Parce que c'est paru dans la presse grand public. L'étude est parue au congrès de l'ASFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation, parce que le médecin qui gère ça au niveau France, c'est un anesthésiste. Et donc le Figaro Magazine l'a repris dans son éditorial Figaro Santé pour dire que effectivement ce produit était très intéressant. Il faut voir que ce papier a été fait et a été présenté au Lancet et a été accepté, ce qui veut dire quand même que le Lancet étant une revue d'impact factor très élevé, c'est un papier vraiment très intéressant. Bon. Malheureusement, ça reste pour l'instant dans le domaine hospitalier et à mon avis, ça émergera pas très vite dans le domaine public parce que ça nécessitera un remboursement et compte tenu, comme vous le savez, des budgets aujourd'hui en France, les nouveaux dispositifs médicaux, il faut vraiment des SMR, c'est-à-dire des services médicaux rendus très importants pour que ça puisse être remboursé. On espère, mais ça va prendre au moins encore 1 an, je pense. En tout cas, il existe au milieu hospitalier. Et sachez-le, c'est un petit système qu'on clip ici, et l'ampoule se casse. Et ici, vous avez une mousse, et cette mousse est imbibée de chlorhexidine et d'alcool isopropylique. Je finis sur les DM intéressants pour dire qu'il y a le laboratoire Braun qui a sorti un petit bouchon qui s'appelle le Swab Gap, qui est un bouchon qu'on met sur les valves bidirectionnelles à pression positive, vous savez, celles sur lesquelles on ne met pas de bouchon, mais on peut le mettre volontiers parce qu'il n'y a pas de picot à l'intérieur qui va réouvrir la valve. Et donc en fait, c'est juste une petite mousse à l'intérieur d'alcool isopropylique. Et l'alcool isopropylique, vous le savez peut-être, mais c'est un alcool extrêmement puissant et qui va tuer une bonne partie des bactéries présentes dans les milieux. C'est efficace 7 jours. Donc vous pouvez les changer comme vous changez les valves. Alors, j'ai pas le dossier, puisque c'est malheureusement un DM, il n'y a pas d'AMM là-dessus non plus, mais on sait que vous avez 2 possibilités, ou vous les laissez sans bouchon et vous mettez un protecteur, ou vous mettez ça. Et le problème des protecteurs, c'est que vous savez, les mousses ne sont pas imbibées d'antiseptiques et qu'il vous faut les mettre. Et qu'il y a des études qui ont montré, notamment à l'hôpital, que quand on oubliait de mettre les antiseptiques sur les mousses,
eh bien, on avait des taux d'infection qui étaient finalement supérieurs, et c'est pour ça que certains hôpitaux ont proscrit l'utilisation des protecteurs. Alors qu'à domicile, ça a beaucoup de sens, parce que vous savez que vos patients sont ambulatoires, donc les dispositifs risquent de se retrouver directement sur la peau. Et à mon sens, c'est mieux, mais on n'a pas d'études là-dessus. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un dispositif qui soit directement imbibé d'un alcool puissant et bactéricide. 7 jours, c'est ce que propose le fabricant. Je n'ai pas d'études à vous présenter pour vous dire que ça tient 7 jours. L'avantage aussi, parce que vous le savez, la chlorhexidine, c'est un très bon antiseptique, même sous sa forme biseptine. Je ne fais pas de pub pour les laboratoires, je ne sais plus lesquels d'ailleurs. J'espère qu'ils ne sont pas dans la salle ou que leurs concurrents non plus. Mais la biseptine, c'est de la chlorhexidine à 0,25% et avec de l'alcool benzylique, cette fois-ci à 4%. Et c'est aussi efficace que la bétadine alcoolique que vous utilisez, que vous ne pouvez pas utiliser en ville, mais qu'on utilise beaucoup à l'hôpital, qui est un très bon antiseptique, puisqu'il est fait de 2 antiseptiques. La povidone, qui est un dérivé iodé, et un alcool. Là, c'est pareil, on est sur un biguanide et un alcool, et c'est extrêmement intéressant. C'est aussi efficace de mettre la biseptine. Le seul problème que vous avez à domicile, c'est que la biseptine est incolore, ce qui fait qu'on ne sait jamais trop où on est quand on fait une détertion de la peau. L'avantage de ce système, c'est qu'en plus, il est coloré. Il y a le E110, qui est le colorant jaune. Le seul souci du colorant jaune, c'est que parfois, il entraîne des effets secondaires de type irritation cutanée. Mais bon, c'est très très rare. On nous a demandé pour finir ma présentation, on nous a demandé sur les questions que vous avez eu la gentillesse de nous rapporter sur le site quand vous vous êtes inscrits, pour ceux qui ont eu les mails et les SMS. On nous a demandé de refaire un point rapidement sur les pompes. Alors je profite du fait de l'année 2015, vous savez sans doute, il y a une pompe qui était très appréciée dans le sud de la France, qui était la Gemstar. Pourquoi ? Parce que c'est l'Institut Paoli-Calmette qui a utilisé cette pompe, qui l'avait lancée un petit peu au niveau régional. Et le rayonnement de l'Institut Paoli-Calmette et des patients cancéreux et en douleur, forcément, cette pompe avait beaucoup de succès. Cette pompe a été arrêtée en 2015 et remplacée par la Saphir. Alors, la question qu'on nous posait sur le site, c'est est-ce qu'on peut faire un point sur les pompes ? C'est assez vite vu, vous les avez là. Vous avez les pompes ambulatoires, vous en avez 2 qui sont mixtes, la Saphir et la Bodyguard. Ce sont des pompes qui peuvent faire à la fois de la PCA et des gros volumes, donc de la nutrition parentérale. On appelle ça des pompes volumétriques. Et vous avez des pompes ici qui sont fabriquées par la société, qui sont distribuées par la société Smith et par la société SMD, et qui sont des pompes qui ne sont pas polyvalentes. Il faut soit une pompe PCA, soit une pompe volumétrique pour que ça puisse fonctionner. Ça nous oblige, nous, prestataires, à en acheter 2 et à vous mettre à disposition celle que vous souhaitez. Dernier point sur les pompes, vous avez des pompes fixes. La plus connue dans la région, c'est la pompe Ascena de chez Carefusion, mais vous avez aussi la pompe PV3000 de chez Smith et la Plum A+, de chez Hospira. Ce sont des pompes intéressantes pour passer des gros volumes, mais qui sont très encombrantes. Après, vous avez la petite ici, Chrono S-Speed, qui est très indiquée pour faire de l'immunoglobuline. Je passe très vite, je resterai à votre disposition après pour les réponses à vos questions. Des pompes de type station, type Brown infusomate, qui sont absolument pas utilisées à domicile, et toutes les pompes pousse-seringues, il y en a énormément. Et ici, je vous ai présenté la Gilead de chez Fresenius pour être complet au niveau des distributeurs. Juste pour finir sur les dispositifs médicaux, il va émerger dans les mois à venir, mais c'est encore sous l'évaluation de la CNEDIMS, donc ce fameux comité d'évaluation des produits de santé, une nouvelle pompe qui est une pompe mécanique qui va peut-être bénéficier de la nouvelle nomenclature au premier semestre de l'année prochaine. Cette pompe, en fait, est une pompe qui joue avec un ressort et qui fait comme un pousse-seringue, donc qui pousse une seringue de 50 ml. Et c'est intéressant pour les petits volumes, pour 50 ml, par exemple, pour les immunoglobulines, pourquoi pas, ou pour des voilà. Elle est peut-être un peu moins fiable, c'est pour ça qu'elle n'a pas encore l'accord de la CNEDIMS pour faire partie de la nomenclature, donc c'est à voir, peut-être qu'elle émergera l'année prochaine, on verra. Elle s'appelle la Freedom 60. Vous en avez peut-être entendu parler. Un an après, qu'est-ce qui reste de la nomenclature? Où est-ce qu'on en est de la nomenclature sur la nutrition parentérale? Je vous ai rappelé les points forts de cette nomenclature. Ça a l'avantage de maîtriser les coûts, de voir que les patients vont être en théorie mieux encadrés. La seule chose peut-être un petit peu dommage, c'est que effectivement, au bout de 3 mois, il faut que les patients passent dans un centre expert.
Et à ma connaissance, dans notre beau département, on n'a que 2 centres experts. Il y en a un en pédiatrie qui est tenu par le docteur Marie-Edith Coste à l'assistance publique à Marseille, à la Timone Enfant, et puis l'autre qui est tenu par le docteur Mattei ici présent, donc celui de Bonneveine. Et donc, en théorie, tout patient supérieur à 3 mois, je vous le rappelle, doit être pris en charge par un centre expert. Ce sera une obligation fin décembre 2016. Pour l'instant, il y a encore une tolérance que les centres experts se mettent en place, mais c'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux, et dont le docteur Mattei va nous parler peut-être tout à l'heure sur son expérience de cette année en tant que centre expert. Rapidement, donc, je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle nomenclature qui sortirait sur le reste de la perfusion. Elle est en cours d'impression, elle est en cours de discussion au niveau de la HAS, au niveau de la négociation des prix. Chaque forfait va avoir un prix. Grosso modo, il y a 3 forfaits. Enfin, il y en a plus, il y en a 23, mais on peut les grouper sous 3 grands forfaits. Forfait d'installation pour le prestataire, c'est-à-dire que quand le prestataire va vous installer une pompe, n'importe quel dispositif de gravité ou un diffuseur portable, eh bien, il va coter un forfait d'installation parce qu'il faut qu'il vienne vous expliquer comment fonctionne la pompe. Ça fait partie des prérogatives et des obligations aujourd'hui du prestataire de faire la formation de l'infirmier libéral et du patient sur la pompe. Vous devez exiger ça de vos prestataires, c'est une obligation. Donc il y a un forfait d'installation, il y a un forfait de suivi parce que le médecin qui prescrit cette perfusion, il aime bien savoir ce que devient son patient quand il est à domicile, surtout quand c'est un médecin hospitalier. Donc ça oblige le prestataire à aller visiter le patient et à vous avoir au téléphone de façon régulière pour pouvoir faire un compte-rendu écrit au médecin traitant ainsi qu'au médecin hospitalier et à vous-même. C'est une obligation légale aussi. Et de ce fait, eh bien, il y a un forfait qui sera fait pour ça, le forfait de suivi. Et puis, pour terminer, il y a un forfait sur le consommable. Le prestataire doit vous donner les moyens de faire votre perfusion comme il faut. Ça veut dire quoi? Il faut que vous ayez tout le matériel nécessaire à l'établissement du geste en parfaite sécurité, comme vous le souhaitez, et dans l'efficacité des traitements prescrits. Eh bien, de ce fait, il va y avoir un forfait de consommable hebdomadaire. Il y a de la place devant. Je profite d'avoir le micro pour vous dire qu'il y a encore quelques places. Voilà comment sont élaborés les forfaits. Alors, la chose assez nouvelle, et ça impacte aussi les pharmaciens, puisque les pharmaciens représentent 20% des dépenses en ce qui concerne les dispositifs médicaux en France, en perfusion. Le marché, c'est à peu près 270 millions d'euros pour une dépense de santé qui sont à 260 milliards d'euros. Donc, le marché des dispositifs en perfusion, c'est 1 pour 1000. D'accord ? Mais c'est un marché quand même qui est en constante évolution parce que, bien évidemment, les pouvoirs publics poussent aussi pour que les patients rentrent chez eux pour être soignés. Je pense que c'est une excellente alternative. On va en parler juste après. Et bien donc, l'HAS propose un nouveau formulaire CERFA pour les médecins de façon à mieux encadrer les perfusions pour les prestataires. Et donc voilà, en avant-première, il n'a pas encore été publié, il n'est pas passé au journal officiel, mais à mon avis, il aura cette tête-là. 3 possibilités de faire des perfusions, 3 traitements perfusables par formulaire. Si le patient bénéficie de 7 ou 10 traitements, il faudra faire 2 ou 3 formulaires. Ce formulaire donc sera dédié, donné bien évidemment par le médecin à son patient ou à l'entourage du patient, et donc servira de facturation pour le prestataire. Et vous devrez, vous infirmier qui êtes là présent dans la salle, en avoir une copie. Ça va vous permettre, avec les ordonnances qui vous seront données, bien évidemment comme aujourd'hui par le médecin, vous aurez la possibilité de voir quel est le matériel et comment le produit peut être perfusé. Sous quelle voie d'abord, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça devrait bien mieux réguler les dépenses de santé autour des dispositifs médicaux. En conclusion, donc, l'idée, c'est d'avoir une réelle évolution d'un point de vue légal parce que ce qui va changer pour la perfusion demain, pour nous, prestataires, c'est le fait de pouvoir vous apporter du matériel pour tout médicament qui a une AMM dans la perfusion. Ce n'était pas le cas hier. C'est-à-dire encore aujourd'hui. On avait par exemple un soluté de type un G5 ou un sérum physiologique passé sur 24 heures. En théorie, la pompe, il faut la facturer au patient. Alors il y a une tolérance comme avant sur la nutrition parentérale. La Sécu rembourse, mais elle peut très bien nous reprendre 4 ou 5 ans de prescription faite et de facturation faite. Ça ne se fera pas.
puisque la nouvelle nomenclature fera jurisprudence très vite. Mais jusqu'à présent, on n'avait que 4 ou 5 molécules, les antibiotiques, les antidouleurs, les antiagrégants plaquettaires, mais en intraveineux, je ne pense pas que vous en perfusiez tous les jours, et quelques molécules, les immunoglobulines. Voilà. Il n'y avait que ces produits-là qui étaient remboursés, et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle nomenclature, tout produit sera remboursé. C'est un gros effort qu'on a pu faire au niveau de l'AHS pour les convaincre d'arrêter de faire du saucissonnage de médicaments. Ça n'avait pas de sens. Ni pour nous, ni pour vous, ni surtout pour les médecins qui trouvent que ce que vous faites à domicile, c'est vraiment très bien, que ça permet de continuer à traiter des gens et d'avoir une vraie alternative à celle de l'hôpital. Et avec les pharmaciens d'officine, les médecins traitants et les PSAD maintenant, c'est-à-dire prestataires de santé à domicile, on a vraiment une équipe qui est soudée, harmonieuse, efficace et en parfaite sécurité, dans un confort et je pense réellement une économie de santé intéressante pour les années à venir. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai dépassé mon temps peut-être ? Alors, une ou deux. Ou sinon, on passe à la nomenclature générale des actes infirmiers. Est-ce que l'économie de santé générée par le nouveau dispositif récent sur la mise en place des réseaux d'hôpitaux a été chiffrée? Parce qu'on pense que ça coûte beaucoup d'argent à domicile, les perfusions par rapport à la nomenclature, mais je pense qu'on est est-ce qu'elle a été chiffrée ou pas? Alors, il y a eu des tentatives de chiffrage. Hein, les caisses, l'AHS, puisque tout vient de la Haute Autorité de Santé, hein, les caisses dépendent de l'AHS, ont fait des études prospectives, mais il n'y a pas d'études rétrospectives, pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il y a eu des études de modélisation par rapport aux chiffres que nous avons en France sur combien coûte la T2A à l'hôpital, pareil pour l'HAD, et combien coûtent en fait des perfusions qui sont faites à domicile, coûts compris, tout compris, c'est-à-dire les coûts directs, coûts du matériel, coûts de la prestation infirmière, et coûts bien évidemment des médicaments, plus coûts du laboratoire, coûts des transports, etc., etc. Les coûts indirects, c'est-à-dire quand on fait une perfusion, comment va évoluer le patient? Est-ce que le confort à domicile influence la qualité et la qualité de vie influence la réhabilitation précoce des patients? On a prouvé que c'était le cas, donc on a aussi tenu compte de ces coûts. Et donc effectivement, on a des coûts qui ont été objectivés, mais qui n'en font pas lieu de publication aujourd'hui. Et c'est tout le défi, c'est de les publier sur de la réalité. Parce que le problème, c'est pas ni les coûts directs ni les coûts indirects, ce sont les coûts induits, ceux qu'on ne voit pas. C'est quel est le coût, par exemple, quand on passe à domicile et que finalement, les urgences sont pas bien traitées, et on perd du temps, on a une morbidité qui s'accroît très vite en urgence, et le patient, le temps qu'il rentre à l'hôpital, malheureusement, il y a une comorbidité associée qui est pas nulle. À ce moment-là, il y a un coût induit qui est pas nul et qui se situe généralement en dizaines de milliers d'euros très vite, puisque si le patient se dégrade, c'est des nouveaux traitements, c'est parfois des traitements très invasifs, c'est parfois de la réanimation lourde, et vous savez certainement que ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est pour les coûts induits. Donc c'est tout ce qu'il nous faut faire encore en matière de travail, d'évaluation des coûts. Il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans par le SINALAM, qui est le syndicat des prestataires, et qui a montré, pour information, que la prestation dans sa globalité, infirmière, médecin, traitant, prestataire, etc., c'est 2 fois moins cher que l'hôpital, 25% moins cher que l'HAD. 25% moins cher que l'HAD. C'est une étude qui, à mon sens, je vais contre ma propre paroisse, c'est une étude qui, à mon sens, mérite d'être refaite parce qu'il y a des biais, comme souvent méthodologiques dans les études. Et moi, ce que je demande, c'est justement le fait qu'on soit présent dans une université, et pas la moindre, c'est que justement tout ce qui tourne autour de la prestation soit encadré un jour par l'université et que des études méthodologiques bien menées, prospectives, en double aveugle, randomisées, soient faites de façon à ce qu'on ait réellement une objectivation des coûts la plus parfaite possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi qui est dit. Vous le savez, les médias récupèrent ça assez souvent, et donc pour l'instant c'est un vrai brouillard. En tout cas, c'est mon avis. Mais peut-être y a-t-il d'autres éclairages sur ça, Monsieur Charpiot, peut-être, sur les études de coûts, je sais pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
C'est une excellente question. Dans la nouvelle nomenclature que nous avons mise en place avec la HAS, on a fait deux choses. Je réponds très vite. On a fait des forfaits de 1 jour, des forfaits de 3 jours, des forfaits de 7 jours pour éviter, si vous voulez, que... Mais là, on ne le sait pas. Si on fait un forfait de 7 jours et qu'on vous livre 7 jours de matériel, on a le droit on va avoir le droit, alors c'est un peu tendancieux, ça c'est aussi, parce qu'il y a des intérêts pas neutres au niveau des fournisseurs de matériel, c'est pas nous forcément, c'est plus aussi les laboratoires qui fabriquent le matériel sont très contents de voir qu'il y a 6 jours qui vont être jetés. Eh bien, ça s'arrête à partir du 1er janvier 2016. Au 1er janvier 2016, on aura le droit de vous remettre en circulation les produits à condition qu'ils soient dans leur enveloppe d'origine et intègres. Et alors, il y en a qui ont dit, y compris au niveau du conditionnement, c'est-à-dire dans les cartons, on ira, je pense pas jusque-là. De toute façon, moi, je défendrai le fait que ça soit qu'on garde l'asepsie, bien évidemment, et que les produits soient intègres. Et ce sera à vous, bien évidemment, de contrôler ça en bout de chaîne, comme vous devez contrôler tout ce que vous perfusez. Vous devez lire tout et vous devez contrôler tout. C'est un vrai métier, ce que vous faites, d'après ce que je sais. Et ce métier, il est extrêmement difficile. Eh bien, il vous faudra aussi contrôler si le packaging est correct et qu'il n'y ait pas de faute d'asepsie, sinon il faudra jeter et demander à votre prestataire de vous relivrer. Mais voilà, cette gabegie sera en théorie encadrée et arrêtée. Ah oui, pour l'instant, c'est jeté. Alors c'est jeté, oui et non. Dans notre structure, quand c'est nickel, on remet en circulation et on ne rachète pas. Voilà. Et on ne facture pas 2 fois, puisque de toute façon, on facture à l'issue de la période de perfusion. Donc sachez qu'en termes d'économie, enfin voilà, mais tout le monde ne le fait pas. Demain, ce sera fait. Autorisé et contrôlé par les caisses. Bien évidemment. Je pense. Place à Karine Dormoy pour la partie de la nomenclature générale des actes infirmiers. La flèche tout simplement. Et là, tu défiles. Et la flèche. Ça, c'est le curseur. Ou ça pour faire défiler les images. Tu défiles tes épaules là. Et là, c'est la flèche. Tu appuies dessus. Ça va, ok. Bonsoir. Donc, Karine Dormoy, je suis infirmière. J'exerce sur Aix-en-Provence et ses alentours dans un cabinet de 3 infirmières et sur une patientèle relevant essentiellement de l'oncologie et du soin palliatif. Pour être complète dans ma présentation, ma profession étant pour moi une vraie passion, je me suis investie dans différents domaines. Le premier associatif au niveau d'une association qui est sur Aix, qui a pour principale vocation de répondre le mieux possible à la demande en soins de la population aixoise et de permettre aux infirmières libérales de ce bassin de vie de se connaître, de se soutenir, d'échanger, de s'informer. Un autre point de notre formation, de notre métier, c'est la déontologie, qui n'est pas toujours évidente à appréhender, mais qui me passionne. À ce titre-là, je me suis présentée aux élections ordinales il y a 2 ans. Je vous remercie pour tous ceux qui ont voté pour moi. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, je suis la présidente de l'Ordre des infirmiers au niveau du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et 3e point, qui est l'aspect réglementaire, on va dire, de notre profession. Donc, dans la pratique quotidienne de notre exercice libéral, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Pour la fin, j'ai envie de dire aller pour aller ne me passionne pas. Je préfère dire ce qui ne me convient pas et faire des propositions. Je trouve ça plus constructif. Donc, j'ai adhéré à un de nos 4 syndicats, en l'occurrence le SNIL, dont je suis depuis 2 ans la vice-présidente de la section 13. Et à ce titre-là, ce soir, je me présente à vous. Donc, je vais vous parler de la nomenclature générale des actes professionnels en soins infirmiers, plus particulièrement celle qui concerne les perfusions. Voilà. Donc, comme vous le savez, depuis 1 an, notre nomenclature a évolué. Nous ne sommes plus rémunérés à l'acte, mais par des forfaits. 2 critères principaux au niveau des forfaits, la durée de la perfusion et la pathologie du patient.
Donc on n'est plus tenu effectivement à faire des demandes d'entente préalable ou d'accord préalable. On est toujours tenu à faire un dossier de soins, mais le plus complet possible. Et les 4 forfaits dont je vais vous parler, la grande nouveauté, c'est qu'elles concernent quelle que soit la voie d'abord. Donc pour la perfusion de courte durée, c'est-à-dire de moins d'1 heure, qui exige de notre part que nous restions sur place, donc en surveillance continue, cette séance comprend la préparation, la perfusion des produits, qu'elles soient successives ou simultanées lorsqu'il y en a plusieurs, sa surveillance et l'arrêt du dispositif avant notre départ. Donc ce forfait est coté AMI 10 lorsqu'il s'agit d'un patient atteint d'un cancer ou immunodéprimé, et coté AMI 9 quand il s'agit d'autres pathologies. Pour les perfusions qui sont supérieures à 1 heure, cette séance de perfusion, elle comprend la préparation, la pose de la perfusion, l'organisation de sa surveillance, des gestions des complications éventuelles. Donc là, on ne reste pas sur place et on organise la surveillance, donc la possibilité aux patients de nous appeler en cas d'incident. Donc pour ce forfait, concernant les patients cancéreux ou immunodéprimés, il est coté AMI 15. Pour toutes les autres pathologies, il est coté AMI 14. Ensuite, les situations auxquelles on est confronté régulièrement, c'est les patients qui bénéficient de perfusions de courte et de longue durée. Dans la nouvelle nomenclature, elles sont cumulables à plein taux. Au niveau d'érogation. Je vous donnerai des exemples ultérieurement. Pour les patients mucoviscidoses, comme ce n'est pas le sujet de ce soir, je passe. Après, on a bénéficié d'autres petites cotations intéressantes quand même, à savoir que sur les perfusions de longue durée, au-delà de l'AMI 14 de pause et de préparation ou AMI 15 quand c'est un patient cancéreux, on a une cotation d'arrêt du dispositif et de retrait, qui est valable dans plusieurs dispositifs. Alors, le retrait du dispositif, si vous avez... Après, je vais le reprendre dans les exemples qui viendront après. Le retrait du dispositif, c'est quand vous arrêtez la perfusion. Donc, si votre perfusion supérieure à 1 heure est de 12 heures, vous faites votre cotation à AMI 14 ou 15 en fonction de la pathologie, et vous faites la AMI 5 au retrait le lendemain. Oui, l'arrêt du retrait du dispositif. Vous arrêtez votre pompe, vous enlevez votre tubulure. Voilà. Pas le grippeur, on est bien d'accord. Voilà. Après, si cette perfusion, par exemple, vous avez un patient pour lequel vous avez une prescription d'une perfusion de 24 heures sur 7 jours, pendant 7 jours, vous allez coter votre AMI 14 ou 15 si c'est un patient cancéreux, vous coterez votre AMI 5 que le 8e jour à l'arrêt du dispositif. Voilà. Ensuite, on a une autre cotation qui concerne l'organisation et la surveillance et la coordination de ces longues perfusions. Donc, il y a un exemple qui viendra après, je vous en parle succinctement. Une prescription, par exemple, de pompe à morphine sur 72 heures. Le premier jour, quand vous la posez, vous êtes sur votre AMI 14 ou 15 en fonction de la pathologie. J2, J3, vous avez du coup votre cotation AMI 4 de surveillance. J4, vous repassez sur l'AMI 14 quand vous remplissez votre cassette et qu'éventuellement vous changez votre point de ponction, surtout si vous êtes en voie sous-cutanée. Voilà. C'est ça. Donc l'AMI 4 concerne votre passage, je vais dire, obligatoire du J2, J3 pour la surveillance, voir si tout se passe bien. Après, à venir, puisque vous anticipez, il y a effectivement une cotation pour les appels en urgence qui est différente. Concernant les perfusions courtes quand elles se cumulent, vous le savez, si on en a plusieurs, si la cumulation du temps de prescription de ces perfusions dépasse 1 heure, on a une cotation à AMI 6 pour tuteurs supplémentaires dépassés. Est-ce que ça inclut les préparations? C'est une question qui me tue. C'est AMI 6. Point. Ça inclut, donc ça fait... C'est AMI 6, c'est-à-dire que si vous avez un perfalgan en 30 minutes, un solu en 20 minutes et un oméprazole en 20 minutes, vous cotez un AMI 6 en plus de votre AMI 9 si c'est un patient toute pathologie, AMI 10 si c'est un patient d'oncologie. On va voir les exemples. Voilà. Dernière cotation, qui celle-là est une véritable reconnaissance par rapport à notre profession et surtout
à notre mode d'exercice en libéral, à savoir qu'avant, quand on était appelé, c'était peanuts, on se levait à 2 heures du matin, c'était du pareil au même. Là, on a une véritable reconnaissance qui nous permet d'intervenir au domicile du patient sur son appel, sur un incident, que ce soit la pompe qui sonne, que ce soit le patient qui présente un problème. Il ne supporte pas l'alimentation, il se met à vomir, il est douloureux, il fait de la température. On n'a pas besoin de prescription, ça fait partie de nos prérogatives. On peut se présenter chez le patient, régler le problème, éventuellement appeler le prestataire ou le médecin en fonction de la situation. Là, c'est reconnu, bien sûr, il faut bien le détailler dans le dossier de soins. Et à ce moment-là, on peut coter un AMI 4.1. Oui, on parle bien à la perfusion. Voilà. Mais bon. Alors celui-là, c'est... Oui. Parlez plus fort, s'il vous plaît, je ne vous entends pas, excusez-moi. Bien sûr. Cette cotation a été mise en place, de jour comme de nuit, sur l'appel du patient en cas d'incident. Une pompe qui sonne, vous devez venir la régler. Le patient qui vomit parce qu'il ne supporte pas son alimentation parentérale. Un patient qui a mal parce que du coup la pompe à morphine est sous-dosée ou au contraire est dans un état lamentable parce qu'il est surdosé. Ça fait partie des appels en urgence qui sont maintenant reconnus et qu'on peut facturer sans prescription. Et à ce moment-là, si on se déplace en pleine nuit, est-ce que l'on peut compter la majoration aussi de nuit ? Tout à fait. D'accord. Donc la majoration de nuit normale jusqu'à 23h et à partir de 5h du matin, la maxi-majoration entre 23h et 5h. D'accord, merci. Je vous en prie, avec le déplacement. Ah oui. Autant que d'appels nécessaires si vous êtes en mesure de le justifier, de le marquer dans le dossier. Donc voilà. Pour un décès... Excusez-moi, s'il vous plaît, il faudrait qu'on s'écoute parce que sinon on ne va pas y arriver. Je vous écoute, madame. Quand on a un décès, Pardon ? Quand on a un décès, comment ça se cote la nuit ou le jour, même quand on reste des heures pour s'occuper du décès? Vous pouvez le coter de différentes manières. Soit vous le cotez sur l'arrêt et le retrait du dispositif, puisque pour le coup, vous êtes obligé de l'arrêter de façon anticipée. Et en parallèle, vous pouvez aussi coter la AMI 4.1, puisque vous avez été appelé par la famille pour un incident. Pour le coup majeur. Voilà. Avec, pareil, la majoration et le déplacement. Pardon ? On le... Non. Non. Oui. Oui. C'est pas la AMI 4, c'est parce que la AMI 4, comme je vous expliquais, voilà, c'est bien la surveillance et la coordination dans le cadre d'une prescription. Je vous parle bien de la AMI 4.1, appel sur un incident de la part du patient ou de la famille, en l'occurrence pour le décès, la famille. D'accord ? Voilà. En termes donc d'exemple, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quelle que soit la voie d'abord, Gérard, s'il te plaît. Donc quand on est sur une perfusion de 12 heures, comme je vous disais, au moment de la préparation et de la pose du dispositif, vous le cotez AMI 14 ou AMI 15 si c'est un patient cancéreux. Quand vous le retirez, arrêt et retrait du dispositif, AMI 5. Donc voilà, vous avez les deux exemples pour les cancéreux et les patients concernés par les autres pathologies. Je voulais vous demander, Oui. si le matin, par exemple, on fait un soluménol et qu'on enlève la perfusion, on a une alimentation parentérale qu'on pose la veille, le matin au domicile, on fait un solu et on arrête la perf. Est-ce qu'on fait AMI Vous anticipez la diapositive suivante. Voilà. Donc pour répondre à votre première question, madame, tout à l'heure, lorsque nous avons une antibiothérapie, par exemple 3 fois par jour, avec un flash supplémentaire le soir, vous cotez l'AMI 9, voire 10 si c'est un patient cancéreux. Néanmoins, le flash du soir supplémentaire, 30 plus 15 faisant moins d'1 heure, on ne peut pas leur faire une cotation supplémentaire. Pour une perfusion sur 24 heures, qui a simultanément des perfusions de moins d'1 heure, donc je réponds à votre question, c'est un AMI 14 voire 15 si c'est un patient cancéreux, avec un AMI 9 voire 10 toujours si c'est un patient cancéreux. Par contre, à l'arrêt du dispositif, comme vous le voyez marqué, il n'y a que l'AMI 9. On arrête le dispositif, mais comme on fait une perfusion de courte durée, on ne peut pas cumuler l'AMI 5.
puisqu'il est inclus dans la AMI 9, voire 10 si c'est un patient cancéreux, pour l'arrêt et le retrait du dispositif. Quand vous faites le matin, quand vous revenez, ben là, c'est pour 24 heures puisque votre perf, elle tourne. Je vais voir si j'ai un exemple plus concret sur 12 heures. Non. Oui. C'est un verrou, c'est pas un flash. Alors, vous cotez votre AMI 5. Juste un AMI 5. De retrait, d'arrêt, de retrait du dispositif. Non. D'accord. C'est comme je dirais, le pansement qui est inclus dans le forfait. Oui. Pansement complexe, AMI 4. Qui le précise bien sur l'ordonnance, qui le détaille par rapport à la situation particulière de votre enfant. Voilà, donc l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la pompe à morphine, donc qui est, on va dire, AMI 15, parce que très souvent quand même, ce sont les patients cancéreux qui sont concernés par ce genre de prescription. S'il vous plaît. Merci. Donc le premier jour, quand vous préparez et vous posez votre dispositif, vous êtes en AMI 15. Quand vous repassez les jours suivants pour la surveillance et le bon fonctionnement de votre dispositif, vous êtes en AMI 4, le J2 et le J3. Et le J4, quand vous renouvelez votre dispositif, vous remplissez votre cassette, donc vous l'arrêtez, vous changez votre tubulure, vous renouvelez votre cassette, et généralement sous-cutané, on change le point d'injection, on repasse sur le forfait AMI 15. Et là, de la même manière, si vous êtes appelé par le patient ou sa famille pour un problème sur la pompe, patient surdosé, sous-dosé, pompe qui tombe en panne, vous pouvez de nouveau appliquer la cotation AMI 4.1. Autant de fois que vous serez appelé à partir du moment où c'est bien justifié dans le dossier de soins. Oui. Sur le coup, je vous avoue que j'ai un doute sur votre... on va revenir en arrière, mais j'ai un doute. Je pense quand même que l'AMI 4... Ni de majoration, effectivement. Parce qu'on... sinon, c'est pas... À rediscuter lors des négociations qui sont en cours pour la nouvelle nomenclature. Voilà, ouais. Effectivement. Je crois qu'on a fait tout... J'essaye, oui. Après, je vais vous reprendre un dernier exemple par rapport à l'arrêt et au retrait des dispositifs. Pour les patients cancéreux, il nous arrive aussi fréquemment d'être contactés pour les retraits, par exemple, de 5FU. S'il vous plaît, toujours, merci. Les 5FU, ce sont des dispositifs, ce sont des perfusions de longue durée qui se font sur plus de 24 heures, généralement même 72 heures. Ils sont posés en H2J, donc évidemment, il est hors de question pour nous de facturer la AMI 15 de pause. Par contre, au retrait, on facture bien notre AMI 5 d'arrêt et de retrait de dispositif. Et on peut facturer la fameuse cotation de 4.1 si, pendant cette perfusion, il y a un souci. Le patient vous appelle, il dit « j'ai l'impression que le diffuseur ne passe pas bien parce que c'est vrai que les biberons sont petits, ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas, ils s'arrachent le grippeur, ils supportent mal sa chimiothérapie. » Donc là, effectivement, on a un appel patient, on cote et on avertit le médecin sur le problème qu'on est amené à rencontrer. La AMI 4, s'il est prescrit avec le retrait, le problème souvent c'est qu'on est appelé vraiment que pour le retrait. Souvent les médecins hospitaliers oublient de nous marquer la surveillance pour nous permettre de passer quotidiennement et rassurer le patient, effectivement. Oui, si c'est de la surveillance prescrite, c'est l'AMI 4. Si c'est l'appel patient, on est toujours sur le 4.1. Je ne peux pas en vous dire plus pour l'instant sur la nomenclature parce qu'elle est toujours en cours de négociation, donc je ne m'avancerai pas. Vous avez parlé des perfusions sur 12 heures, mais il y a beaucoup de patients chez qui on a des perfusions en continu, c'est-à-dire que par exemple à 8 heures on pose un G5, à 20 heures on l'enlève, on pose une ALIM, à 8 heures du matin on enlève l'ALIM, on rince, etc. Okay, voilà, donc ces changements de flacons, c'est sûr et certain, à chaque fois ces changements de flacons jusqu'au dernier jour où c'est un AMI 5. Oui. Et par jour, donc avec un AMI 14 ou 15 le premier jour, et ensuite ces changements de flacons. Et vous confirmez que le jour hors pause, hors retrait,
hors premier jour, hors J1, hors dernier jour, 7, on va dire dernier on jour encaisse de un fin. AMI 4 par jour de surveillance, en Tout à fait. fait. D'accord. Voilà. En plus Pardon du 4.1. En plus du 4.1. Si vous avez un appel patient pour un Non, le accident. 4.1, c'est le changement de flacon. Si, il est Non. effectivement... Non, il non, peut si, rentrer- si. si, il Non, rentre aussi à là-dessus. 8h à 20h, c'est quand on enlève le G5 et qu'on pose, Dessus rapidement, effectivement, et qu'on le pose 4.5, la lime, il c'est un est- changement de flacon. Voilà, vous avez Donc c'est un le AMI changement de 4.1. flacon. Tout à fait. Voilà. Vous avez raison. Plus 4 pour la surveillance, le hors jour de pause. Si vous avez Écoutons-nous, s'il vous plaît. J'ai deux écoutons-nous. questions par rapport aux perfusions d'une durée inférieure à 1 heure, qu'on peut cumuler effectivement à concurrence de 1 heure s'il y en a 2 ou 3. Oui. Vous pouvez avoir par exemple 2 ou 3 de flash, par exemple, en même temps qu'on change un flacon pour un G5, par exemple. Donc ça fera le G5, la AMI 4.1, puis la perf sous surveillance continue, un AMI 9 ou 10. Ou 10 si c'est un cancer, oui. Voilà. Sauf que dans les certains circulaires de la CPAM, on nous demande de diviser le 4.1 par 2. Vous leur sortez la dérogation. C'est cumulable à taux plein par dérogation des dispositifs généraux. Oui, mais ils parlent des séances de perfusion d'une durée supérieure à 1 heure, etc. Et donc en fait, ils ont dans tous les dispositifs qu'on nous met, c'est 4.1 divisé par 2. Hein, Samia ? Bon, mais c'est à revoir avec la CPM, mais Voilà, normalement, c'était on n'a pour pas à vous. le rediviser Oui, puisque oui. ça fait partie de, On est d'accord, on est de bien d'accord. ouais. l'accumulation autorisée à taux plein. Voilà. Et ma dernière question, c'est que les perfusions en AMI 9 ou 10 sous surveillance continue, est-ce qu'il est absolument nécessaire, parce qu'on a très souvent des libellés qui disent faites un flash de Primpéran en 10 minutes si elle a besoin. Est-ce qu'il est absolument nécessaire Si qu'il ait besoin écrit n'est pas acceptable. Voilà. Donc est-ce qu'il y a En d'abord tant qu'infirmière, on n'est pas en mesure de savoir si c'est besoin. à la demande Exactement. Un flash de Primpéran à la Il faut demande. que ce soit Voilà. intitulé à la demande et c'est Voilà. le patient qui le fait à ce moment-là, oui. D'accord. Mais ma question, c'est oui, est-ce qu'il faut absolument qu'il soit précisé sur l'ordonnance, sous surveillance continue, présence de l'infirmière? À partir du moment où il est moins d'1 heure, il coule de source. D'accord. Pas obligatoire, hein? Pardon? C'est pas du tout obligatoire qu'il y ait marqué sous surveillance continue. Non, parce qu'à partir du moment où c'est marqué dans la nomenclature que c'est moins d'1 heure, ça doit être sous surveillance continue, donc en notre présence, ça coule de source. Donc, d'accord. Avez-vous des questions? Bon. Une cotation de 20h, 8h. Vous avez la pause du grippeur avec le pansement qui est en AMI 4. Vous avez la pause et la préparation et la pause de la perfusion en AMI 14 ou 15 si c'est un patient cancéreux. Non, s'il dure 24 heures. Alors, si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, une perfusion de 24 heures sur une prescription de 7 jours, le 8e jour, oui. Vous avez l'AMI 5 d'arrêt et de retrait de dispositifs. Et après, si vous faites le pansement et que vous enlevez l'aiguille, vous avez votre AMI 4 de pansement. Bon, je vous remercie de votre attention. Je remercie particulièrement le docteur Mattei qui m'a invité à vous donner toutes les explications. On va essayer de voir un petit peu après en aparté si ça ne vous dérange pas pour pouvoir avancer le programme. Si ça ne vous dérange pas, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Alors, rapidement. Excusez-moi, s'il vous plaît, qu'on s'écoute. Merci. C'est en cours de négociation pour en rediscuter. L'autre point, bon, très rapidement aussi, c'est le problème de la voie sous-cutanée. Même si aujourd'hui, quelle que soit la voie d'abord, on a la même cotation, ce qui est une bonne chose parce que ça a remis en valeur la voie sous-cutanée, aussi bien pour l'hydratation, pour les personnes en fin de vie, quelle que soit leur pathologie. Ça évite de les faire hospitaliser pour la pose d'un PICC-line ou quoi que ce soit, surtout s'ils sont en état détérioré et devenus impiccables. Donc ça permet effectivement de faire de l'hydratation en sous-cutanée, de mettre une pompe à morphine s'ils sont douloureux, de mettre un pouce seringue de midazolam ou tout autre produit en sous-cutanée. Néanmoins, c'est un point de vue personnel et que je discute âprement dans les discussions, pour moi, la voie sous-cutanée n'apporte pas la même charge de travail et la même surveillance. Donc j'aurais aimé que la distinction persiste et on est en pleine discussion là-dessus. C'est pour ça, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie le docteur Mattei de nous avoir permis de nous exprimer et d'avoir entendu donc du coup notre profession et Fred pour l'organisation. Bonne soirée.
récupère simplement, je refais pas une... Bonsoir. Ça monte ? Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Emmanuel Bossia. Je suis infirmier à domicile, comme certains d'entre vous, j'imagine. Je suis spécialisé dans le suivi de patients en oncologie et en soins palliatifs. Je fais partie du centre expert de nutrition parentérale de Bonneveine depuis sa création et je suis le vice-président de l'association Nutrition parentérale à domicile, dont les objectifs principaux sont de favoriser l'accès aux soins à domicile liés à la nutrition parentérale et assurer la bonne pratique des soins liés à l'administration justement de la nutrition parentérale. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de ma profession d'infirmier que je me présente à vous. En effet, la pratique de mon métier m'a permis de me confronter à un grand nombre de problématiques, comme vous, je l'imagine, spécifiques justement à l'exercice de cette spécialité en ville. Et un constat s'impose très rapidement à toutes les personnes qui sont sur le terrain. Il est très difficile de calquer le suivi à domicile sur le suivi d'un centre hospitalier. En effet, trop d'impondérables s'imposent à nous. Les consultations non programmées des patients, les rendez-vous chimiothérapie à horaire fixe, les retards des ambulanciers, les appels de détresse des familles, les difficultés liées au trafic routier, les manifestations, les grèves, les fusillades, on est à Marseille quand même, les impondérables liés à la prise en charge des patients multipathologiques. Tout ça, c'est des motifs valables qui impactent vraiment en fait, la continuité des soins. Or, les récentes évolutions législatives concernant notre profession tendent à uniformiser la pratique du suivi des patients sur le modèle hospitalier. Et c'est la raison en fait, pour laquelle aujourd'hui, je me fais le relais en fait, de la profession infirmière et de l'ensemble des infirmiers investis au pied des malades. J'ai donc recueilli une partie des interrogations et des pensées qui troublent tous les professionnels. Ces questions ont été recueillies à travers plusieurs forums, des associations et des regroupements d'infirmiers libéraux qui sont investis aussi dans la prise en charge de patients nécessitant des soins liés à la nutrition parentérale. Et si vous le permettez, Dr Mattei, Dr Arnaud, nous souhaiterions justement soumettre ces questions ce soir, vous les soumettre, et essayer de tenter d'avoir des réponses avec vous. Alors certaines questions évoquées par les soignants seront peut-être des redites de la réunion de l'an dernier, mais cela met en évidence justement le besoin de compléments d'information. De plus, l'ensemble des échéances, l'ensemble des échanges qui vont se faire ce soir vont être enregistrés justement par rapport à l'an dernier. L'objectif ce soir, c'est justement de cristalliser un peu tout ça et de permettre à chacun peut-être de pouvoir s'y référer plus tard sur un compte-rendu qui sera retransmis au professeur Charpiot. Alors on peut attaquer avec la première question, si vous le permettez. Dans notre pratique, lorsque quelque chose se passe mal dans le suivi du patient, à son domicile, devons-nous obligatoirement appeler uniquement le médecin qui a signé l'ordonnance? Ou pouvons-nous appeler quelqu'un d'autre, le médecin traitant ou le SAMU le 15, par exemple, voire faire ce qui avait été décidé l'an dernier, à savoir appeler le médecin prescripteur et systématiquement en parallèle le 15. Je me présente, je suis médecin interniste avec plusieurs spécialités. Alors en ce qui concerne l'appel, il faut obligatoirement appeler le médecin qui a signé l'ordonnance. Ça c'est évident. Parce que, on peut toujours appeler le 15, ça c'est un autre problème, mais c'est difficile même d'appeler un médecin traitant, bien qu'il connaisse le patient. Et si ce n'est pas lui qui a marqué l'ordonnance, c'est un peu difficile. Voilà. Oui, et il arrive.
Oui, bon. Oui, non, c'est évident que la législation n'impose pas vraiment, mais oblige de passer par le médecin qui a signé l'ordonnance pour une seule raison, c'est que c'est le seul qui a le droit de modifier cette ordonnance si elle est relativement récente, enfin, raisonnablement récente, sans se déplacer. C'est-à-dire que si jamais un autre médecin qui pourrait être tout à fait compétent arrive dans le sujet, il est obligé de se déplacer, d'examiner le patient pour faire son ordonnance. Dans ce cas, il ne peut pas faire, je dirais, une modification téléphonique de quelque chose qui a été fait. Alors ça pose un gros problème. On a vu qu'il y a une espèce de droit coutumier qui s'est mis en place, parce que vous arrivez vous avez votre patient. Le patient il fait une bricole, n'importe quoi, vous téléphonez au médecin qui a signé l'ordonnance. Ce médecin ne répond pas. Vous dites, bon, je ne peux pas appeler un autre médecin parce qu'il ne va pas venir. Alors vous appelez le 15. C'est ça. Mais il ne vient pas non plus. Non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement strict, je dirais, dans l'ordre, parce qu'on ne peut pas se prévaloir des défauts des autres. Hein, c'est-à-dire, le jour où il y aura un problème, vous ne pourrez pas dire, non, mais vous comprenez, la règle, c'est on appelle le médecin, et après on appelle le 15, et le 15 prend ses responsabilités de ne pas venir. Hein, c'est un petit peu ce qu'on avait décidé l'an dernier, et ça ne change pas. Pour le moment, alors vous allez me dire, il y a des, je pense que c'est une question que j'ai lue dans ton système, il y a des médecins, on sait qu'ils ne se déplaceront pas. Par exemple, vous avez une prescription qui vient d'un médecin qui est salarié dans une mutuelle, dans un établissement, vous savez très bien qu'il finit à 18h, bon, ou à 17h, etc. Ça, c'est nouveau. Bon, le problème qui va se poser, c'est que ce médecin prescrit. Quand il y aura un problème, on va vous amener à un service de garde. Ben, le service de garde prend ses responsabilités. Ou il fait un truc qui est totalement illégal, c'est-à-dire il prescrit sans voir le patient, et lui n'a pas la couverture du centre 15, ou il se déplace pour examiner. Hein, je veux dire, ça c'est... Et c'est pas... Nous, on n'est pas là ni pour juger ces gens, ni pour... Simplement, on le constate, et on en tient compte dans l'activité journalière. Donc la règle reste le médecin qui a signé l'ordre, qui a donné les consignes, hein, c'est lui qui peut les modifier. Ok. Ouais, donc justement, on a empiété un petit peu sur la question suivante, qui était justement en lien avec les médecins hospitaliers, qui sont pour la plupart salariés, qui ont des horaires typiquement de salariat, et qui ne leur permettent pas forcément de répondre directement à nos plaintes concernant les patients. On est souvent répercuté sur un médecin de garde dans les structures hospitalières, qui ne connaissent pas le patient. Ces médecins, eux, sont-ils habilités justement à nous donner des consignes téléphoniques dans ce suivi-là? Habilité, on peut tout faire. Le tout, c'est de prendre ses responsabilités. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un peut très bien vous dire au téléphone, je pense que le centre 15 ne se gêne pas pour dire faites ci, faites ci, faites ça. Est-ce que vous devez le faire? C'est une autre chose, parce que vous n'avez pas d'ordonnance. Non. Hein, donc, je veux dire, l'ordonnance, quand c'est un médecin que vous connaissez qui a fait une ordonnance qui corrige, vous savez que l'ordonnance arrivera, où on peut dire, comme on a dit l'an dernier, que vous pouvez envoyer un mail immédiat par votre smartphone en disant oui, quand c'est le médecin qui a signé l'ordonnance, qui modifie son ordonnance, bon, la plupart du temps, il n'est peut-être pas en état de vous envoyer un mail, mais vous qui êtes sur place, vous pouvez très bien sur votre smartphone lui envoyer un mail en disant j'ai bien compris, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Oui. Et c'est quelqu'un, vous savez que l'ordonnance suivra via le prestataire, etc. Quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas s'il est médecin, vous ne savez même pas son identité, ça me paraît un peu difficile. Oui. Parce que quelqu'un au téléphone vous dit je m'appelle Jean Dupont, je suis médecin, et vous êtes tombé sur voilà, Jean Durand qui n'est pas médecin, qui vient de s'échapper de l'hôpital psychiatrique, c'est un peu difficile. Ouais. Donc je dis ça, c'est une petite anecdote, parce qu'il y a à l'époque, à l'hôpital Nord, dans les années 80, il y avait un client, je dirais, des hôpitaux psychiatriques qui venait régulièrement avec un costume et une cravate donner des prescriptions aux urgences de l'hôpital Nord, et ça marchait. Il passait très bien, il arrivait, il prescrivait, il repartait. Hein, donc, non, il faut pouvoir vérifier, vous pouvez pas obéir à un médecin. Alors ça pose aussi d'autres problèmes, on verra dans la nouvelle nomenclature, ouais. Parce qu'on peut difficilement demander ces papiers aux gens aussi, hein, c'est un peu difficile. Enfin, le tout, on n'est pas là pour juger les autres, le tout c'est que vous travaillez dans vos normes, dans les normes. Après, si les autres font des bêtises, ils les assument. Vous n'allez pas anticiper leurs bêtises pour vous travailler clairement, quoi. Okay. Moi je pense que pour le moment il faut rester comme ça. Ok.
question suivante. Donc on a été confronté, enfin plusieurs infirmiers ont été confrontés lors de problèmes, surtout en particulier avec des problèmes d'hyperthermie chez des patients porteurs d'une voie d'abord centrale permanente. Le week-end particulièrement, on est souvent dirigé par des conduites à tenir avec des ordonnances de type en cas de problème, faire hémoculture, bilan biologique, puis commencer immédiatement un protocole antibiotique. Nous est-il autorisé d'avoir ces antibiotiques d'avance? Est-ce que oui et non, parce qu'en fait, ces antibiotiques, les 3/4 du temps, c'est de la Miclin, voilà. C'est un produit comme le Miclin ou c'est de la Vanco. Et là, la pharmacie centrale, qui est fermée bien sûr tout le week-end, ne vous avancera jamais de la Miclin et de la Vanco pour une conduite à tenir sans antibiogramme, bien qu'elle connaisse parfaitement l'utilité de ces produits en tant que verrou. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais donné ce genre de produit en dehors de... Voilà. Si vous voulez donc, si vous avez besoin d'antibiotiques de base, comme pour faire des préventions dans certains néodigestifs, on sait qu'il y a très fréquemment des petites poussées thermiques, etc. Vous avez besoin un petit peu de rocéfine, un petit peu de flagile, vous l'aurez parce que vous aurez une prescription en cas de... Et vous le ferez acheter. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'ennui. C'est à peu près légal. Par contre, quand vous aurez besoin d'un vrai produit, vous ne pouvez pas, 3 jours avant, aller à la pharmacie centrale des hôpitaux en disant « je voudrais une ampoule d'Amiclin ». Je ne pense pas. Donc ça pose un problème qui n'est pas résolu. C'est un problème en l'air. Ok. En l'air. En plus, je pense que c'est un peu inutile parce que je veux dire par là, on ne connaît pas le germe. Il faut savoir si même que ce soit la Miclin, si le germe est sensible à ce produit. Je pense qu'il faut être très classique, faire baisser la température avec les produits classiques, et puis ensuite employer les antibiotiques qu'on a sous la main. Hein. Okay. Et puis ensuite adapter le traitement en fonction de l'antibiogramme qu'on aura dans les jours suivants. Ouais. Et puis verrouiller le Tauroloc. Voilà, bien sûr. Le Tauroloc est en partie une réponse. Non. Alors Tauroloc, on en a discuté tout à l'heure avec le professeur Chapieux, il pose un gros problème. Le Tauroloc, il n'est pas remboursé. Voilà, le gros problème, c'est que le Tauroloc, il n'est pas remboursé. Donc c'est difficile, je dirais, de le faire payer aux patients parce que c'est un coût qui n'est pas monstrueux, mais c'est un coût quand même. Hein, sur un mois, ça doit faire 10 € par jour si on le fait tous les jours, etc. Bon, c'est pas négligeable. Mais surtout, le problème du Tauroloc, c'est un produit qui a, je dirais, entre deux chaises. Parce que ce n'est pas un médicament. Mais il y a toujours le risque de l'injecter, de le pousser. Quand vous le poussez, il passe dans la circulation, c'est obligatoire un médicament qui n'a pas d'AMM. Deuxièmement, c'est un non-médicament qui, la plupart du temps, est fourni, heureusement, gracieusement, par les prestataires. Mais bon, ça aussi, c'est difficile à passer dans la législation actuelle qui interdit les cadeaux de tout genre. Troisièmement, il y a encore un problème, c'est que ce Tauroloc n'est pas délivré par un pharmacien. Je veux dire, là, vraiment, multiplie les problèmes. Alors, je pense que pour le moment... Voilà, mais c'est un produit très difficile, à mon avis, légalement très difficile à manipuler. Hein, je pense qu'il vaut mieux prendre l'habitude de faire, quand les gens sont infectés, les Taurolocs, on les envoie et ils reviennent. Je vois mal, si un jour... C'est le Tauroloc par rapport au Taurocept, bon, le Tauroloc a un petit problème, c'est qu'il est très citraté. Donc, quand vous faites une manœuvre un petit peu difficile, que vous injectez un petit peu de... Ouais. Quand vous faites une manœuvre... Merci. Quand vous faites une manœuvre un peu délicate et qu'il y a un petit peu de Tauroloc qui passe dans la circulation, bon, je veux dire, c'est banal, mais le patient fait un petit malaise. Hein, les citrates dans le sang, ça fait un tout petit malaise. Vous rajoutez ça sur quelqu'un en fin de vie qui décède quelques heures après, la famille a vite fait de dire c'est quand il lui a injecté le médicament qu'il a fait son truc. Et alors là, pour s'expliquer, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et qui n'est pas sous la responsabilité de délivrance d'un pharmacien. Je veux dire, le pharmacien, là, je veux dire, son rôle de parapluie, il n'y est plus, quoi. Voilà. Donc pour ça, c'est un produit, je veux dire, extrêmement intéressant, mais à manipuler, voilà. Ok.
Oui. Oui. Question suivante. Donc sur la liste des questions qu'on a reçues encore sur la plupart des infirmiers, en ce qui concerne maintenant les infirmiers, nous sommes de plus en plus tenus à des contraintes horaires concernant nos soins. Ces contraintes sont certainement administrativement justifiées, mais dans la réalité, entre les rendez-vous médicaux qu'on a évoqués tout à l'heure, plus ou moins à l'heure, les laboratoires à domicile qui arrivent ou qui n'arrivent pas, les séances de radiothérapie, de chimiothérapie, plus ou moins longues, les malaises des patients qui imposent des temps de repos souvent importants, nous avons énormément de mal à tenir ces horaires. Donc notre question c'est, doit-on faire passer la qualité des soins avant les problèmes administratifs ? Et doit-on obligatoirement administrer ces soins à un patient qui fait un malaise pour être dans la légalité ? Non. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est là pour soigner des patients. Genre, la personne qui est prioritaire, c'est le patient et la qualité des soins. Quand on vous impose des horaires, ils ne peuvent être qu'indicatifs. Parce que s'ils ne sont pas indicatifs, on est quand même en France, il y a des lois, vous êtes salarié, la personne qui vous impose les horaires. Donc vous ne payez plus vos charges sociales, vous demandez à la personne qui vous impose ça de les payer. Hein, si vous voulez, quand vous avez 3 critères qui sont le lien d'assujettissement, les horaires et les horaires, le troisième, je ne me souviens plus, je me tourne vers toi. Voilà, et que vous ne travaillez pas sur un patient, vous ne travaillez pas sur votre propre patientèle, mais pour un patient qui vous est fourni, vous êtes salarié. Il y a déjà 2 jurisprudences, il y en a une qui s'est faite à la clinique de Miramas dans les années 80, une autre à la clinique d'Istres, c'est celle que je connais parce que c'est ma région, mais il n'y a aucun problème quand vous avez ces 3 trucs, que la personne, ça soit la sécurité sociale, une direction d'établissement ou une HAD, si vous avez 3, vous êtes salarié, ils payent vos charges sociales. Hein, en tant que salarié, avec les vacances, avec tout. Donc je pense que ça va se calmer très vite, ça. Je voudrais rajouter un petit mot par rapport à la prescription. Je pense que le mieux, c'est de demander aussi aux médecins de ne pas nous mettre des horaires de passage, mais de bien dire on pose le soir, on enlève le matin, avec la durée de perfusion, à nous d'organiser notre tournée en fonction des impératifs du patient. Est-ce que ça répond à la NGAP Oui. Oui. Tout à fait. On ne peut pas, de toute façon, si vous avez 3 patients avec des prescriptions d'alimentation parentérale à la même heure, il est évident, je veux dire, il faut être intelligent, on ne peut pas être chez les 3 à 20h et le lendemain matin à 8h. Le mieux pour corriger ce défaut, c'est de demander au médecin prescripteur de dire l'alimentation, je la veux en nocturne, donc avec une pause le soir, un retrait le matin et une durée de perfusion entre 12 et 14 heures. Ça permet d'adapter, de se tenir aux contraintes, effectivement, de radiothérapie, de chimiothérapie, de soins, de patients fatigués qui ne souhaitent pas qu'on passe avant 10 heures et ainsi de suite. Voilà. C'est l'intérêt du patient. L'intérêt du patient, c'est la seule chose qui compte. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'infirmiers, on ne se met pas dans une position illégale ? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez certainement, petit à petit, être obligé de rentrer en résistance contre la technocratie qui va s'imposer à votre profession. Qui fait que, je ne vais pas donner le nom, mais il y a un établissement à Marseille où on ne peut prescrire que si on a une clé USB avec son empreinte digitale. Si vous oubliez la clé USB, si vous l'avez perdue, si vous la laissez à la cantine, vous ne pouvez pas prescrire. Hein, bon, ça devient complètement ridicule. Je veux dire, les gens, je dirais, je pense que ce sont des administratifs purs qui font ce genre de législation. Où vous avez quand même, je veux dire, vous êtes soumis quand même à des règlements. Vous savez ce que c'est qu'une ordonnance. Hein, une ordonnance, c'est très précis. C'est précis puisqu'il y a le nom du médecin, il y a le nom du patient, il y a le type de médicament, il y a la posologie et il y a le mode d'administration. On voit apparaître maintenant des ordonnances, je dirais, obligatoires dans certains établissements que vous avez, hein, où on ne peut plus écrire le mode d'administration. Hein, c'est informatisé, c'est-à-dire ce sont des logiciels, et vous avez 4 prescripteurs. Le cardio, le machin, le truc, tout le monde sur la même ordonnance. Bon, ça, c'est des trucs, c'est l'avenir si vous le voulez, hein. C'est l'avenir des médecins, des pharmaciens, s'ils le veulent. Là, je pense que c'est une volonté globale, on le fait ou on le fait pas. Hein, mais bon, vous pouvez pas, quoi. Je veux dire, moi, je vois très mal comment ça peut. Si vous voulez, on est sur des rapports humains. Je ne vois pas comment ça peut s'administrer de manière administrative pure. Voilà. Je comprends pas. Ok. La question suivante, justement, je crois qu'on a un peu évoqué dans les réponses. Donc, justement, on est de plus en plus amené à répondre à des contraintes administratives, les contraintes horaires, le temps d'exécution des soins,
la rémunération sur la base du temps d'exécution des soins. Donc on est plus ou moins payé à l'heure, en tout cas dans le cas des perfusions. Qu'en est-il de notre statut libéral finalement ? Cela ne répond-il pas aux caractéristiques d'un salariat ? Non, non, parce que vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé sur un mode forfaitaire. Ouais. On considère que ce type je dirais d'intervention, globalement sur votre vie correspond à tel critère. C'est la même chose pour un médecin où on lui donne temps pour la consultation qui dure 5 minutes ou 2h30. Hein, c'est tant que vous n'avez pas le lien d'assujettissement, vous ne pouvez pas parler de salariat. D'accord. Un lien d'assujettissement, c'est les horaires qu'on vous impose. C'est-à-dire 8h, 20h ou 8h, 8h30. Ça, c'est un lien d'assujettissement. Vous êtes payé pour une demi-heure pour faire ça. C'est, je dirais, c'est une globalisation. On peut pas l'assimiler. D'accord. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai que depuis des années, nous autres médecins, comme vous autres infirmiers et autres professions, on nous dit, mais votre employeur, c'est la CPAM. Et de plus en plus, au fil des années, on s'aperçoit, on voit notre ministre actuel qui veut justement aller dans ce sens. Donc il faut faire très attention, il faut que nous soyons très vigilants, il faut se défendre d'une façon très impérative et ne céder à aucune de ces contraintes-là. Parce que sinon, enfin, je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, mais d'ici une dizaine d'années, je me demande si nous ne serons pas des salariés d'une caisse ou d'une assurance. Hein. Et je pense que lorsqu'ils verront le coût avec les 35 heures, les heures supplémentaires, les RTT, et j'ai eu le bonheur d'être pendant 2 ans à l'administration de l'assistance publique, l'absentéisme de l'ordre de 40%, je pense qu'ils reviendront vite en arrière. Hein. Il y a des mythes, vous savez, qui ont un petit peu fait rêver dans les années 80, c'était l'autogestion, et maintenant on risque de passer dans le soviet, ce qui est tout à fait différent. Ok. Question suivante. En tant qu'infirmier, on a très souvent des propositions de travail par des HAD, donc des hospitalisations à domicile. Et celles-ci, donc les 3 quarts du temps, nous proposent de travailler donc en maintenant notre statut libéral. Donc certains infirmiers ont oralement consulté les URSSAF qui leur répondent que c'est totalement illégal. Justement, vous en parliez, l'assujettissement que ça évoque, les horaires de travail et le fait qu'on exerce son activité sur un patient qui n'est pas à nous, ça met en évidence une notion de salariat par rapport à l'organisme qui met à disposition les patients. Mais qu'en est-il de nos charges sociales dans ce cadre-là ? Est-ce que c'est à nous de les payer ? Est-ce que c'est à l'HAD qui conventionne l'infirmier et qui justement impose une perte de revenus pour l'infirmier libéral dans ce cadre-là ? Je pense que dans ces cas-là, il faut vous regrouper très vite pour trouver un bon avocat. Hein, parce que en fait, c'est vrai, c'est totalement illégal de vous faire travailler et de vous prendre un pourcentage. Hein, je crois qu'il y a même un pourcentage qui était retenu. Je crois que c'est plus à l'heure actuelle, au-dessus de 29%, vous êtes considéré comme salarié quoi qu'il arrive. Hein, mais c'est vrai que ce n'est pas logique. Essayez d'imaginer un médecin qui prend sa secrétaire en libéral. Hein, c'est pas pensable. On est en dehors du droit du travail. Je veux dire, on est en dehors de tout. Ça, c'est à vous de vous défendre. C'est à vous de vous défendre votre profession. Si vous voulez, le problème, c'est qu'ici, nous, on s'occupe de nutrition. Après, vous défendez votre profession. On a déjà suffisamment de mal avec la nôtre. Alors pour répondre en partie à cette question, effectivement, actuellement, les 4 syndicats d'infirmiers libéraux sont en cours de négociation avec la Fédération nationale des HAD pour que les HAD nous rémunèrent, nous rétrocèdent exactement à la hauteur de la NGAP. Et c'est aussi pour ça que depuis 2 ans, nos cotisations URSSAF, même quand elles sont en termes de rétrocession d'HAD, sont passées de 24% à 14%, c'est dans le même cadre. D'accord. Mais ça reste illégal. Hein. Dès qu'il y a les 3 critères, ça c'est légal. Il y a à l'heure actuelle, bon, c'est pas dans notre profession parce que c'est plutôt dans le bâtiment. Je dirais des gens qui prennent des auto-entrepreneurs comme pseudo-salariés, ça devient courant. Bon, mais ces gens se font tous rectifier. Hein, c'est illégal. Il y a un droit du travail qui est le même pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que la discrimination en France, c'est quelque chose qui est interdit, qui est même un motif pénal. On peut attaquer en pénal. Ok.
Ok. Ça, je pense que ça, c'est plutôt, je veux dire, ça, si vous voulez, c'est pas trop le but. Ça, c'est du syndicalisme, c'est défendre votre profession. Quand vous défendez la vôtre, vous défendez la nôtre aussi. Hein, mais bon, Bien sûr, ouais. donc on appuie, mais bon, on peut pas s'impliquer. D'accord. Et peut-être une dernière question, toujours en lien avec les structures HAD. On a eu plusieurs fois cette question qui est revenue, qui mentionne que le fait que dans le cadre d'un suivi en collaboration avec les HAD, les infirmiers effectuent plusieurs actes au cours d'une même séance. Dans le cadre de l'HAD, tous les actes sont rémunérés à taux plein, paraît-il. Tandis que dans la pratique classique d'un infirmier libéral, conformément à la nomenclature générale des actes professionnels, le premier acte est inscrit à taux plein, le deuxième à 50% de son taux, et les suivants ne donnent pas lieu à honoraires. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un cas typique de concurrence déloyale, et qu'est-ce qui justifie finalement une telle différence ? Je crois qu'il faut zapper cette question parce que c'est en train de tout est remis en cause en ce moment, c'est remis à plat. Donc ça, il faudra voir. Et là aussi, c'est à vous. Pardon ? C'est en cours de négociation. Oui. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, c'est sûr que vous pouvez considérer que c'est une concurrence déloyale, mais enfin, il faut être un peu, je dirais, jouer à la concurrence déloyale. C'est à toi de savoir si tu as signé la convention avec l'HAD ou pas. Mais ça, c'est bonne. Je veux dire, on dépasse un petit peu le cadre du centre expert. Hein, là, on est vraiment dans du syndicalisme pur et dur. Je pense qu'on a suffisamment de problèmes déjà on a suffisamment de problèmes, hein, je veux dire, tous les problèmes, je veux dire, de la vie de tous les jours qui imaginent mal les caisses, trouver un pharmacien ouvert le dimanche, trouver un laboratoire qui accepte les hémocultures la nuit, etc., etc. On est très 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 loin de je veux dire, on a des problèmes tellement, je veux dire, importants de fonctionnement journalier. Ça, je pense qu'il faut que vous fassiez dans votre tête une grande différence entre le mode de fonctionnement, je dirais, votre mode de fonctionnement, qui est commun, je veux dire, à un groupe, qui fait la nutrition, qui est quand même centré sur le malade, c'est lui le plus important du groupe, hein, et je dirais le mode, je dirais, syndical qui permet d'améliorer vos conditions de travail. Ok. Merci pour vos réponses et vos éclaircissements qui, j'espère, nous aideront à améliorer les conditions des infirmiers et surtout le suivi de la prise en charge des patients. Merci beaucoup. Bien, avant de conclure, est-ce que vous avez d'autres questions sur la nutrition parentérale ? Ah, il y a un grand silence. Ah. J'ai une question, c'est pas vraiment sur la nutrition parentérale, sur la perfusion en général, par rapport à la formation. Je sais qu'avant, je ne sais pas si c'est maintenant toujours d'actualité, quand on avait un diplôme antérieur à 92, on devait se former obligatoirement sur la chimiothérapie. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas ? Non. Il y a peu de textes qui me confirment. C'est pas évident à trouver, mais tout diplôme obtenu après 92 n'oblige plus à avoir la formation de chimiothérapie. Vous êtes reconnu apte à utiliser les sites implantables. Obligation. Ah. Normalement, la CPM est en droit de vous le demander. Tout à fait. Pas nécessaire, mais vous avez encore des gens qui sont encore sur l'ancien modèle. Donc, effectivement, ressortez-le si jamais ça vous est exigé. Je parle exigé, mais souvent, normalement, il n'a pu être exigé. Voilà. En cas de souci, méfiez-vous-en quand même. Il y a beaucoup de choses qui vont être écrites à partir de maintenant, en particulier votre intérêt, la présence aux réunions d'information dans le centre expert, etc., l'enseignement continu. Beaucoup de choses sont écrites et ne sont pas, je dirais, validables ou ne sont pas, je dirais, quantifiables. Hein, quand on vous dit qu'il faut avoir, je dirais, une certaine expérience, qu'est-ce que c'est une expérience en nutrition parentérale ? Je pense que tout le monde en a fait. Hein, après, l'expérience de la surveillance de ceci, ça, c'est encore différent. Mais je pense qu'on est passé d'un système un petit peu coercitif à un système beaucoup plus large, mais qui est plus dangereux.
Parce que les conduites à tenir, là, si vous ne les connaissez pas, vous ne les inventez pas. Et vous ne pouvez pas dire, j'ai mon diplôme, stop, joker. Légalement, donc, tous les patients alimentés à Marseille, enfin, à peu près dans Marseille, doivent passer par le docteur Mattei ou 3 mois. Il y a un centre agréé à l'hôpital qui a les mêmes fonctions, je pense, hein, puisqu'il est sur les textes. Mais je pense que ne vous inquiétez pas, les centres experts devraient se multiplier avec un certain retard. Pour le moment, c'est comme ça. Pour question de pratique pour lui, nous demande de réduire la durée de la perfusion. Et en fait, on aimerait savoir jusqu'à combien de millilitres on peut monter ou descendre en fonction... Alors écoutez, moi je réponds tout simplement médicalement. Descendre jamais. Parce que si vous voulez, il y a une question de tolérance au système cardiovasculaire qui fait qu'on a pu décider de faire ça parce qu'on a donné tel diurétique, voire telle insuline. Donc, augmenter, c'est toujours possible. C'est-à-dire quelqu'un sur 12 heures le faire sur 14 heures, personne ne vous en donnera rigueur. Quelqu'un qui est sur 12 heures le faire sur 10 heures, s'il a une insuline semi-lente et que, bon, qu'au milieu, il y a un diurétique, c'est une catastrophe. Pas de diurétique. Non, mais bon, on peut pas être cas par cas, si vous voulez. Hein. C'est comme ce que vous devez avoir à la maison, dans votre trousse. C'est pas cas par cas, mais à l'heure actuelle, je veux dire, vous avez tous de quoi surveiller une glycémie, de quoi prendre une tension. Dans l'avenir, il vous faudra un petit appareil qui mesure le QT, parce que, moi, je parle pour la chimiothérapie. En chimiothérapie, il y a de plus en plus de produits qui sont difficiles à manipuler en fonction du QT, qu'on utilise par téléphone. C'est des gens qui sont déjà sous diurétiques, qui ont souvent eu des diarrhées épouvantables. Le potassium, on ne sait pas où il est. Enfin, on s'en doute, mais on ne le sait pas. Il faut au minimum avoir la petite bricole qui mesure le QT. Vous voyez, c'est des trucs qui vont venir petit à petit. Alors, je pense que personne ne l'a. Mais qui mesure quoi? Le QT, c'est sur un micro électrocardiogramme qu'on pose simplement. Vous avez le truc, vous mesurez le QT, vous pouvez le balancer par la repolarisation, si vous voulez. Et si votre QT s'allonge, vous avez un gros risque, c'est de faire une torsade de pointe avec une tachycardie ventriculaire, puis une fibrillation, un arrêt cardiaque. Donc ça, c'est indispensable. Il y a des produits de plus en plus toxiques qui sont cardiotoxiques. Et c'est sûr, comme dit le docteur Mattei, il faudra faire très attention. Parce qu'en plus, ce sont des produits que nous utilisons en permanence. Hein, c'est-à-dire les diurétiques, je pense que c'est au téléphone, faire ça, faire un Lasélix, ensuite, mais il est sous antifongique, mais on va lui faire si vous voulez, on ne peut pas, dans ces cas-là, vous voyez, si on va prendre à l'avenir autant de précautions, c'est pas pour rétrécir. Si vous pouvez rallonger les perfs tant que vous voulez, je ne vais pas signer, hein, mais bon, il y a très peu de risques à rallonger une perf d'1 heure, 1 heure et demie, à la raccourcir, il y a un risque médico-légal. Il faut sortir le liquide. Vous gardez le volume horaire. En gros, vous gardez le volume horaire, vous êtes tranquille. Vous gardez un volume horaire, c'est-à-dire le type, voilà. Bien, nous allons conclure là-dessus. Alors, on vous remercie encore de votre présence parce que je peux vous dire une chose en tant qu'enseignant dans cette faculté, mais c'est vrai dans toutes les autres facultés, voir un amphi plein comme ça, c'est rare. Alors merci et bonne soirée. Thank you.